Vincent Arlo ajusta sa cravate en soie italienne devant le miroir, étudiant les rides marquées de son visage. À 52 ans, il conservait encore la carrure d'un homme refusant de céder au temps. Ses cheveux poivre et sel étaient méticuleusement coiffés, sa posture impeccable, chaque détail sous contrôle tout comme le reste de sa vie. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Aujourd'hui était le jour du mariage de sa fille, Melissa. L'événement allait lui coûter près d'un demi-million de dollars, mais Vincent ne se souciait pas de l'argent. Ce qui comptait pour lui, c'était le respect, la loyauté, la famille, trois choses qu'il valorisait par-dessus tout. « Tu es presque prêt, Vince ?» La voix de sa femme, Diane, traversa la porte de la chambre. « Les voitures seront là dans 20 minutes. »« Presque », répondit-il, sa voix empreinte de la confiance lisse qui était devenue sa marque de fabrique. Vincent n'avait pas toujours été Vincent Arlo, homme d'affaires respecté et pilier de la communauté. Il y a 30 ans, il était Vinnie Arquin, le plus jeune exécuteur de la famille Calibri à South Boston, un homme capable de résoudre des problèmes avec une efficacité silencieuse, ne laissant ni témoin ni question. Il était doué dans ce qu'il faisait, trop doué. Et lorsqu'il voulut se retirer, Salvatore Calibri lui fit une offre inhabituelle, prendre l'argent de leur dernier coup, changer d'identité et disparaître à jamais. Une seule condition de Salvatore, si jamais j'ai besoin de toi, tu répondras à mon appel. Vincent accepta le marché, s'installa en Arizona, bâtit une entreprise de conseil en sécurité prospère à partir de rien et rencontra Diane Lell, une rousse éblouissante dont l'ambition égalait la sienne. Ils se marièrent rapidement, eurent 2 enfants, Melissa et Timothy, et pendant 28 ans, Vincent vécut sa vie soigneusement construite sans un seul appel de Boston. Alors qu'il glissait ses boutons de manchette en platine, Vincent se remémora les photographies qu'il avait reçues 6 mois auparavant, anonymement, dans une enveloppe manie simple, livrée à son bureau privé, des photos de Diane et Larry Donovan, son prétendu ami et partenaire commercial, dans des positions compromettantes, avec des dates estampillées dans les coins remontant à 5 ans. La plupart des hommes auraient confronté leur femme immédiatement. Vincent n'était pas la plupart des hommes. Il avait passé 2 décennies à enseigner aux entreprises comment identifier les vulnérabilités, surveiller les menaces et neutraliser les problèmes avant qu'ils ne deviennent des crises. Maintenant, il appliquait ces mêmes compétences à sa vie personnelle. Il engagea des enquêteurs discrets, mit en place une surveillance et rassembla des informations avec une précision froide. Ce qu'il découvrit était pire qu'une simple liaison. Diane et Larry manipulaient systématiquement les investissements de Vincent, l'isolaient de certains cercles sociaux et préparaient sa destruction. Ils avaient impliqué son fils Timothy, qui en voulait à la discipline stricte de son père, et travaillait à retourner Melissa contre lui également. Leur plan, tel que Vincent le reconstitua, était d'une élégance esséurante, une accusation publique au mariage de Melissa, des révélations sur Vinnie Arquin et son passé, une ruine financière et une destruction sociale. Mais ils avaient sous-estimé à qui ils avaient affaire. Pendant 6 mois, Vincent avait mis en œuvre sa contre-stratégie avec une précision chirurgicale. Il avait déplacé des actifs, collecté des preuves, sécurisé des alliés et mis en place un réseau complexe de contingences, tout en prétendant ne rien soupçonner. Il vérifia sa montre. Aujourd'hui était le jour où il prévoyait de le détruire. Mais Vincent avait toujours préféré l'offensive à la défense. Alors qu'il glissait la petite télécommande dans la poche de sa veste, il se permit un rare sourire. « Que les jeux commencent », murmura-t-il à son reflet. Chapitre 2, la toile familiale. Melissa Arlo se tenait dans la suite nuptiale du Grand Sonoran Resort, entourée de demoiselles d'honneur s'affairant autour de sa robe ivoire. À 26 ans, elle était l'image parfaite de sa mère, même cheveux auburn, même très délicat, mais avec les yeux gris perçants de son père. Elle aperçut son reflet et retint ses larmes, non pas des larmes de joie, mais d'appréhension quant à ce qui allait se dérouler dans les heures à venir. 3 mois auparavant, sa mère lui avait montré des preuves de la véritable nature de son père, des coupures de journaux sur Vinnie Arquin, exécuteur violent, des relevés bancaires montrant des comptes offshore mystérieux, et, plus troublant encore, des photos de son père rencontrant des figures criminelles connues l'année précédente. « Il n'est pas celui que tu crois, Melissa », avait dit Diane, sa voix tremblante d'une émotion maîtrisée. « Il vit dans le mensonge et nous met tous en danger. » Melissa avait été dévastée.
Le père qu'elle adorait, l'homme qui lui avait appris à faire du vélo, vérifier son placard pour les monstres et intimider ses petits amis du lycée, était apparemment un fraudeur, un criminel vivant sous une fausse identité. Ce que sa mère ne savait pas, c'était que Mélissa s'était rendue au bureau de son père le lendemain, avait placé le dossier de preuve sur son bureau et posé une simple question. Est-ce vrai? Vincent avait regardé les documents, puis sa fille, son expression indéchiffrable. Une partie, admit-il, mais pas de la manière dont ils essaient de te le faire croire. Pendant les 2 heures suivantes, il lui raconta la vérité sur son passé, oui, mais aussi sur la trahison de sa mère, la manipulation de Larry Donovan, le complot qu'ils orchestraient depuis des années. « Pourquoi me dis-tu cela » avait-elle demandé. « Parce que tu es venu me voir en premier » répondit-il simplement. « Tu m'as donné la chance de m'expliquer. Cela signifie quelque chose pour moi, Mélissa. » Il ne lui avait pas demandé son aide, n'avait pas essayé de la retourner contre sa mère. Il avait simplement exposé les faits et lui avait dit de prendre sa propre décision. Lorsqu'il révéla son contre-plan, le piège complexe qu'il avait mis en place, Mélissa fut à la fois terrifiée et impressionnée par sa pensée méthodique. « Ils ne te pardonneront jamais pour cela », l'avait-elle averti. « Je ne cherche pas le pardon », avait-il répliqué, ses yeux froids. « J'apporte des conséquences. » Maintenant, alors que le jour de son mariage se déroulait, Mélissa jouait son rôle. Elle souriait pour les photos, remerciait les invités et... Elle a fait semblant que tout allait bien, mais son estomac se tordait d'anxiété. De l'autre côté du complexe, son frère Timothy accueillait les invités avec le charme qu'il tenait de leur mère. À 24 ans, Tim avait toujours été celui qui se rebellait, entrant souvent en conflit avec les attentes rigides de leur père. Lorsque Diane lui avait révélé la vérité sur Vincent, Tim s'était joint à leur complot avec un enthousiasme presque dangereux. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Vincent avait installé, plusieurs mois auparavant, un logiciel de surveillance sur tous leurs appareils. Il possédait des enregistrements de chaque conversation, chaque plan, chaque trahison. Et depuis tout ce temps, il déplaçait discrètement ses pions sur l'échiquier. Alors que la demoiselle d'honneur de Mélissa ajustait son voile avec une délicatesse cérémonieuse, le téléphone de Mélissa vibra. Un message de son père. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, souviens-toi, tu as choisi la vérité plutôt que le confort. Je suis fier de toi. » Elle inspira profondément, rassembla son courage et se prépara à avancer vers l'autel. Elle savait que la cérémonie de mariage ne serait que le lever de rideau d'un spectacle bien plus sombre. Chapitre 3. Le premier coup. La cérémonie s'était déroulée sans incident. Vincent observait avec une attention calculée tandis que sa fille et son nouveau gendre, Bradley Foster, un jeune homme honnête, heureusement étranger à tout ce complot, échangeaient leurs vœux sous une arche ornée de fleurs, tournée vers les montagnes du désert. Au premier rang, Diane tamponnait ses yeux avec un mouchoir brodé, l'image même d'une mère émue. À ses côtés, sa sœur Pamela Johnston et le mari de celle-ci, George, tous deux parfaitement inconscients du jeu qui se jouait. Larry Donovan se tenait parmi les garçons d'honneur, s'étant glissé dans le cortège en tant que ami de la famille. Sa femme, Patricia, était assise parmi les invités, sans se douter de la trahison de son époux. Vincent notait la position de chacun avec la froide précision d'un maître d'échecs. La cérémonie n'était qu'une mise en place stratégique. La réception serait la vraie partie. Alors que tout le monde se dirigeait vers la grande salle de bal, Vincent circulait parmi les invités, jouant le rôle du père fier et généreux. Il serrait des mains, acceptait des félicitations, et gardait intacte la façade de normalité, tout en surveillant discrètement les signaux de son équipe de sécurité, répartis dans tout le lieu. Roland Mercé, l'associé le plus fidèle de Vincent et le seul, avec Mélissa, à connaître l'étendue complète du plan, s'approcha, un verre de bourbon à la main. « Tout est en place », murmura Roland. « Nos amis de Chicago sont arrivés. » Vincent hocha imperceptiblement la tête. « Et notre contact de Boston est en position. Il attend votre signal. »« Parfait », répondit Vincent, sirotant calmement son verre. « Assure-toi que l'équipe technique est prête. Tout va dépendre du timing. » À mesure que la réception avançait, Vincent prononça son discours de père de la mariée avec une émotion soigneusement dosée, trinquant aux jeunes mariés, déclenchant des rires chaleureux parmi les invités.
Personne n'aurait pu deviner la rage glaciale qui se cachait derrière son sourire cordial. Vint ensuite la danse père-fille. Tandis qu'il glissait avec Melissa sur la mélodie de The Way You Look Tonight, elle se pencha vers lui, tout près de son oreille. « Je suis désolé pour ce qui va se passer maintenant, papa, chuchota-t-elle. Suivant le scénario établi, Vincent lui serra la main avec douceur. « Souviens-toi de ce que je t'ai dit, reste près de Bradley, quoi qu'il arrive. » Alors que la danse touchait à sa fin, Vincent aperçut Diane se diriger vers le micro du groupe. Son visage arborait cette expression qu'il connaissait si bien, un masque de fausse inquiétude dissimulant une intention perverse. Larry Donovan s'était posté près de la sortie principale, tandis que Timothy se tenait aux commandes audiovisuelles, un doigt suspendu au-dessus d'une touche de clavier. Le piège allait se refermer. Mais pas celui qu'il croyait. Vincent pressa 2 fois une petite télécommande dissimulée dans sa poche. Partout dans la salle de bal, les agents de sécurité, tous remplacés en secret par ses propres hommes, prenaient position. Les verrous électroniques des portes s'enclenchèrent dans un clic à peine audible. Diane tapota le micro, attirant l'attention. « Avant de poursuivre la célébration, annonça-t-elle, la voix chargée d'une émotion feinte, il y a quelque chose que vous devez tous savoir sur mon mari. » Vincent parcourut la salle du regard. Tous ces visages, ceux d'amis prétendus, de membres de la famille, attendaient, certains avec excitation à peine voilée, le spectacle de sa chute. Il esquissa un sourire glacial. Soudain, les lumières s'atténuèrent. Les grands écrans, censés afficher des photos de mariage, s'animèrent. Le discours de Diane fut interrompu. Vincent s'avança. « Je crois que tu allais raconter une histoire, ma chérie, dit-il d'une voix qui résonna dans le silence de la pièce, mais je crains que ce ne soit moi qui tienne la présentation ce soir. » Les écrans affichèrent une image. Diane et Larry. Dans une étreinte intime. Datée de 3 jours seulement. Voyez-vous, poursuivit Vincent d'un ton parfaitement calme, j'attendais ce moment depuis très, très longtemps. Chapitre 4 Le piège inversé. Un silence stupéfait s'empara de la salle de bal. Diane restait figée au micro, son discours oublié, tandis que sa propre trahison était projetée devant les 200 invités du mariage. « Vincent, je peux t'expliquer. » Mais il leva la main. Un simple geste, tranchant, qui l'interrompit. « À ceux d'entre vous qui êtes venus ce soir en espérant un autre type de spectacle, dit-il à l'assemblée d'un ton calme, presque menaçant, je vous présente mes excuses pour ce changement de programme. Ma femme et son amant avaient prévu un grand numéro. Une révélation publique sur mon passé. Des accusations. Un départ théâtral. Me laisser ruiner, humilié. » Il s'avança au centre de la piste de danse, occupant l'espace avec l'autorité d'un procureur devant un tribunal. « Mais ce que vous allez voir, c'est autre chose. La vérité. » Il appuya à nouveau sur la télécommande. Les écrans changèrent. Des messages. Échangés entre Diane et Larry. Pendant des années. Leur liaison. Leur complot. Nous devons accéder à ces comptes offshore avant d'agir. Tim dit qu'il peut entrer dans l'ordinateur de son père si on crée une diversion. Le mariage sera parfait. Tout le monde important sera là pour assister à sa chute. Des murmures, des halètements. Puis des cris. Patricia Donovan, l'épouse de Larry, se leva brusquement, le visage tordu par l'horreur. « Ça suffit », lança Larry en s'avançant vers Vincent. « Tu te ridiculises, Vince. » Vincent esquissa un sourire glacé. « Je ne fais que commencer, Larry. Ou devrais-je t'appeler Lawrence Preston, ancien de la SEC, radié pour avoir accepté des pots de vin. Oui, je sais qui tu es vraiment. » Larry s'arrêta net, le visage blême. « Sécurité », appela Vincent, et 2 hommes en costume encadrèrent immédiatement Larry. « Veuillez escorter Monsieur Donovan à la salle de conférence. Nous avons des invités là-bas très intéressés à discuter de ses activités financières passées. » Alors que Larry était emmené, Vincent se tourna vers Diane, effondrée sur une chaise, son visage parfaitement maquillé désormais strié de larmes. « Quant à ma chère épouse, » poursuivit Vincent, « elle était particulièrement préoccupée par mon passé caché, par les secrets que j'ai gardés.
Il regarda Diane droit dans les yeux. Tu voulais que tout le monde sache qui je suis vraiment? Assurons-nous qu'ils aient le tableau complet. Les écrans changèrent à nouveau, montrant des photos de Vincent en réunion avec des hommes en costume coûteux. Ce ne sont pas des chefs de la mafia, expliqua Vincent à l'auditoire stupéfait. Ce sont des agents fédéraux. Depuis 15 ans, je suis un informateur confidentiel et consultant pour une task force contre le crime organisé, aidant à démanteler l'organisation même pour laquelle je travaillais autrefois. Cette révélation provoqua une nouvelle vague de murmures dans la foule. Vincent n'avait jamais été simplement un homme d'affaires, il jouait un jeu bien plus dangereux, le mettant constamment en danger. Les comptes offshore que ma femme était si désireuse d'exposer sont gérés par le gouvernement fédéral dans le cadre de mon accord de protection. Les réunions mystérieuses. Des débriefings avec mes contacts. Vincent s'avança lentement vers Diane, qui se recroquevilla sur son siège. Tu voulais me détruire en utilisant des demi-vérités et des preuves manipulées, dit-il doucement, bien que les micros aient porté sa voix dans toute la salle. Tu as impliqué nos enfants. Tu as trahi non seulement notre mariage, mais notre famille. Timothy Harlow resta figé près des commandes audiovisuelles, l'ordinateur portable toujours ouvert sur la présentation qu'il était prêt à lancer, les faux dossiers criminels de Vincent et les preuves de blanchiment d'argent que Diane avait prévu de dévoiler. Tim, appela Vincent à son fils sans détourner le regard de Diane, je te suggère de fermer cet ordinateur, à moins que tu ne veuilles que tout le monde voie le contenu de tes communications privées avec Caril Holdings. Tim claqua l'ordinateur portable, le visage livide. Pour ceux qui sont venus ici en tant qu'invités innocents, s'adressa à nouveau Vincent à la salle, je m'excuse de vous impliquer dans ce drame familial. Les sorties sont désormais déverrouillées, et vous êtes libre de partir. Les Foster ont préparé une charmante réception au Sunset Terrace pour ceux qui souhaitent continuer à célébrer l'union de Melissa et Bradley. Alors que les invités stupéfaits commençaient à sortir, Vincent fit un signe de tête à Roland Mercé, qui s'approcha de Diane. Madame Harlow, dit-il, des représentants légaux souhaitent vous parler concernant certaines transactions financières effectuées à partir de comptes joints sans autorisation appropriée. Diane leva les yeux vers Vincent, la peur remplaçant sa confiance précédente. Que as-tu fait? Rien comparé à ce que tu avais prévu de me faire, répondit doucement Vincent. Ce n'est que le début. Alors que Roland escortait Diane, Melissa s'approcha de son père, sa robe de mariée contrastant fortement avec le drame sombre qui se déroulait. Était-ce toujours ton plan? Demanda-t-elle doucement. Vincent posa une main douce sur son épaule. En fait, c'était le plan B. J'espérais que cela n'en arriverait pas là. Ses yeux s'adoucirent légèrement. Va rejoindre Bradley. Cette journée devrait encore être consacrée à ton avenir, pas à la fin du mien et de celui de ta mère. Alors que Melissa partait à contre-cœur avec son mari déconcerté, Vincent observa la salle de bal désormais vide, les verres de champagne éparpillés et le gâteau à moitié mangé témoignant de la célébration devenue cauchemar. Son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. Calibri te transmet ses salutations. Dette réglée intégralement. Après 30 ans, l'appel était enfin venu, et Vincent y avait répondu en éliminant Larry Donovan, qui apparemment n'était pas seulement l'amant de sa femme, mais travaillait pour les anciens ennemis de Vincent, utilisant Diane pour s'approcher suffisamment afin de le détruire. Vincent supprima le message et se dirigea vers la salle de conférence où Larry était détenu. La nuit était loin d'être terminée. Chapitre 5, les profondeurs de la trahison. La salle de conférence du Grand Sonorin Resort avait été transformée en une salle d'interrogatoire improvisée. Larry Donovan était assis à la longue table en acajou, la cravate desserrée, la sueur perlant sur son front malgré la température fraîche de la pièce. En face de lui se trouvaient deux hommes impassibles en costume sombre, que Vincent avait simplement présentés comme des associés de Chicago. Vincent entra dans la pièce et congédia les gardes de sécurité d'un signe de tête. Il prit place directement en face de Larry, posant un épais dossier sur la table entre eux. « Depuis combien de temps travailles-tu pour la famille Rossi, Larry » demanda Vincent sans préambule. La tentative de confusion de Larry était peu convaincante. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Vincent ouvrit le dossier. Il fit glisser une photographie montrant Larry en compagnie d'Anthony Rossi, le fils du rival de longue date de Salvatore Calibri. Les Rossi essaient de me retrouver depuis des décennies,
poursuivit Vincent d'un ton conversationnel. Après que j'ai aidé les fédéraux à démanteler les opérations des Calibri, ils ont supposé que je les avais soit trahis au profit de leurs rivaux, soit que j'avais pris quelque chose qui leur appartenait. Aucune de ces hypothèses n'était vraie, mais les Rossi ne sont pas réputés pour leur vérification minutieuse des faits. Il fit glisser un autre document sur la table, une vérification complète des antécédents de Lawrence Preston, révélant des liens avec le crime organisé remontant à ses jours à la Security and Exchange Commission. Cela a dû sembler comme gagner à la loterie lorsque vous avez découvert qui j'étais vraiment, réfléchit Vincent. Avez-vous séduit ma femme d'abord, puis découvert mon identité, ou l'avez-vous ciblée spécifiquement parce que vous saviez? Le masque de Larry se fissura enfin. Peu importe maintenant, n'est-ce pas? Vous avez gagné cette manche, Vinny. Ce n'est pas un jeu avec des manches, Larry. C'est la fin de la partie, répondit Vincent en se penchant en avant. Je veux connaître tous les impliqués, chaque personne au courant de cela, qui vous a aidé, qui attendait de bénéficier de ma chute. Pendant l'heure suivante, Larry confessa tout sous les yeux attentifs des hommes de Chicago, des agents fédéraux se faisant passer pour des mafieux, une autre couche de la stratégie élaborée de Vincent. Il révéla comment il avait été approché par la famille Rossi 5 ans plus tôt, après qu'une dette de jeu ait échappé à tout contrôle. Ils avaient proposé d'effacer ces dettes en échange d'informations sur l'un de ses clients, Vincent Harlow, qu'il soupçonnait d'être Vinny Harkin. Larry avait séduit Diane, la trouvant réceptive en raison de son ressentiment envers la distance émotionnelle de Vincent et son style parental strict. Ensemble, ils avaient planifié de détruire Vincent publiquement, permettant aux Rossi de l'éliminer et de partager ses actifs considérables. Timothy avait été facilement manipulé, sa vie passée à chercher l'approbation de son père le rendant vulnérable aux histoires larmoyantes de Diane sur la véritable nature de Vincent et le danger supposé qu'il représentait pour la famille. « Et Mélissa » demanda Vincent, sa voix trahissant une émotion pour la première fois. « Faisait-elle toujours partie de votre plan ?» Larry acquiesça à contre-cœur. Nous avions besoin de son mariage comme scène. Les Rossi voulaient que votre humiliation soit publique, spectaculaire. Ils attendent leur revanche depuis 30 ans. Vincent se leva brusquement. Attendez ici. Vos amis fédéraux ont des papiers à vous faire signer. Il quitta la salle de conférence et marcha dans le couloir jusqu'à une autre suite où Diane était assise seule, toujours dans sa robe de mère de la mariée, le mascara coulant sur son visage. 30 ans, dit Vincent en entrant. 30 ans que je t'ai donné. J'ai construit une vie pour nous, fourni tout ce que tu pouvais vouloir, protégé de toi d'un passé que tu ne connaissais pas. Diane leva les yeux, son choc initial maintenant durci en défi. Protégé? Tu m'as menti depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Notre mariage entier était fondé sur une fausse identité. J'ai changé mon nom, Diane, pas qui j'étais. Il y a une différence. Tu n'étais jamais présente, Vincent, toujours au travail, toujours à garder des secrets, à contrôler tout et tout le monde autour de toi. Vincent rit amèrement. Alors tu as décidé de me détruire, de prendre mes enfants, ma réputation, ma vie, de me livrer à des gens qui me tueraient sans hésitation? Pour la première fois, Diane sembla réellement surprise. Te tuer. Personne n'allait te tuer. Il s'agissait d'argent, de liberté par rapport à ton emprise contrôlante sur nous tous. Vincent réalisa avec une froide clarté que Larry avait tenu Diane dans l'ignorance des véritables intentions des Rossi. Elle avait été un pion dans un jeu plus vaste, tout comme elle avait essayé de faire des pions de leurs enfants. « Laisse-moi être parfaitement clair, » dit Vincent, sa voix tombant dans un murmure dangereux. « D'ici demain, tu n'auras plus rien, aucun accès aux comptes, propriétés ou actifs. L'accord prénuptial que tu as signé contient une clause de moralité que mes avocats veilleront à faire respecter à la lettre. » Il plaça un document sur la table entre eux. « C'est un accord de divorce. Signe-le maintenant et je te fournirai suffisamment pour recommencer quelque part loin d'ici. Refuse et je m'assurerai que chaque ami, membre de la famille et connaissance sache exactement ce que tu as essayé de faire. » Diane fixa le papier, puis son mari de près de 3 décennies. « Tu planifies cela depuis des mois, n'est-ce pas? Juste en attendant que nous fassions notre mouvement pour que tu puisses tendre ton piège. 6 mois, pour être précis, depuis le jour où j'ai reçu ceci, dit Vincent en plaçant les photos de surveillance originales de Diane et Larry sur la table.
Diane les ramassa avec des mains tremblantes. Qui te les a envoyés? Quelqu'un qui me devait une faveur depuis longtemps, quelqu'un qui gardait un œil sur les Rossi et a remarqué qu'il s'intéressait soudainement à Phoenix, répondit Vincent en haussant les épaules. La loyauté fonctionne dans les deux sens, Diane, quelque chose que tu n'as jamais compris. Alors que Diane signait à contre-cœur les papiers du divorce, Vincent ne ressentit aucune satisfaction, seulement une confirmation creuse de ce qu'il soupçonnait depuis des mois. La vie qu'il avait construite était bâtie sur du sable, et la marée était enfin montée. Et le couple de jeunes mariés, Melissa et Bradley, partit pour leur lune de miel comme prévu. Elle vous a laissé ceci. Roland tendit à Vincent une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un simple mot. Je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Je ne suis pas sûr de pouvoir pardonner la manière dont tu l'as fait. J'ai besoin de temps. Ne me contacte pas avant que je ne le fasse en premier. Avec amour, Melissa. Vincent remit le mot dans son enveloppe, le visage impassible. Assure-toi que leur cadeau financier reste intact. Leur fonds en fiducie aussi. Peu importe ce qu'ils pensent de moi, ils ne devraient pas souffrir financièrement. Roland observa son vieil ami. Est-ce que ça en valait la peine, Vince? Tu as perdu ta famille. Je les ai perdus au moment où ils ont décidé de me trahir. Vincent prit enfin une gorgée de son scotch. Ce que j'ai fait, c'était m'assurer qu'ils ne me détruisent pas dans le processus. La vérité était plus complexe que ce que Vincent voulait bien admettre à voix haute. Il avait su, à un certain niveau, que sa contre-stratégie mettrait probablement fin à toute chance de réconciliation. Mais face à une destruction complète, personnelle, financière et peut-être physique, il avait choisi la survie plutôt que les liens familiaux. C'était le même calcul qu'il avait fait des décennies auparavant en quittant Boston. « Que vas-tu faire maintenant ?» demanda Roland. Vincent regarda le paysage désertique, si différent des rues de South Boston où il avait grandi. Recommencer à zéro. Pendant 30 ans, Vincent avait vécu en homme divisé, propriétaire d'entreprise et homme de famille en surface, informateur et protecteur en dessous. Il avait compartimenté sa vie si efficacement qu'aucun côté ne connaissait vraiment l'autre. Peut-être que cette division avait été la racine de l'aliénation de sa famille, la graine d'où la trahison avait germé. Maintenant, avec la trahison de sa femme exposée, le rejet complet de son fils et la confiance de sa fille endommagée, ses compartiments s'étaient finalement effondrés. Vincent Arlo et Vinnie Arquin fusionnaient de nouveau en un seul homme plus dur, plus froid, mais paradoxalement plus authentique qu'il ne l'avait été depuis des décennies. Son téléphone sonna. Un numéro masqué. Peu de gens avaient cette ligne privée. Arlo, répondit-il. C'est fait, dit la voix rauque de Salvatore Calibri, maintenant âgé mais toujours imposant. Les Rossi ont été informés que tu restes sous ma protection. Ta dette est payée en totalité, 2 fois même. Merci, S. Ne me remercie pas, Vinnie. Tu as donné aux fédéraux plus de mes concurrents que je n'aurais pu éliminer en une vie. On est quitte. Une pause. Que vas-tu faire maintenant? Vincent considéra la question pour la 2e fois en quelques minutes. Je ne suis pas encore sûr. Mais je ne regarderai plus par-dessus mon épaule. Ça vaut quelque chose. Calibri acquiesça avant de raccrocher. Alors que Vincent reposait le téléphone, Roland leva un sourcil en question. Le dernier point en suspens, expliqua Vincent. Les Rossi ne viendront plus après moi. Roland acquiesça. Alors tu es libre. Libre, répéta Vincent, testant le mot. Il semblait étranger sur sa langue après des décennies de vigilance. Je suppose que je le suis. Alors que la lumière du matin se renforçait, Vincent prit une décision. Il vendrait son entreprise, liquiderait ses actifs en Arizona et disparaîtrait une fois de plus, non pas par peur cette fois, mais par désir de réinvention. À 52 ans, il avait le temps pour une dernière transformation. Il prit son téléphone et composa un numéro rarement utilisé. « Agent Kessler » dit-il lorsque l'appel se connecta. Vincent Arlo. Je pense qu'il est temps que nous discutions de la résiliation de notre arrangement. J'ai rempli ma part du marché. Alors qu'il exposait ses conditions pour mettre fin à son rôle d'informateur, Vincent sentit le poids de décennies commencer à se lever.
Le prix avait été élevé, sa famille, son identité, sa vie soigneusement construite. Mais alors que le soleil se levait pleinement sur le désert, il se permit de contempler quelque chose qu'il n'avait pas envisagé depuis 30 ans, un avenir libéré des secrets. Chapitre 7, les conséquences. 3 mois s'étaient écoulés depuis le jour du mariage de Melissa. Les tabloïds s'étaient enfin lassés du scandale, passant à des controverses plus fraîches. Après des semaines de gros titres sensationnalistes sur la vengeance du jour du mariage et la double vie du magnate de la sécurité, Vincent avait traversé la tempête médiatique avec son stoïcisme caractéristique. Sa déclaration publique était brève et sans excuse. Les affaires familiales devraient rester privées. Je demande du respect en cette période difficile. Vincent était assis dans le salon vide de ce qui avait été autrefois sa maison familiale, entouré de cartons de déménagement. Le vaste manoir de Paradise Valley serait mis en vente d'ici la fin de la semaine, le dernier de ses liens avec l'Arizona à être rompu. Son entreprise de conseil en sécurité avait été vendue à une société nationale pour une somme qui assurait que Vincent n'aurait plus jamais besoin de travailler. La majeure partie de sa richesse avait été convertie en actifs qui ne pouvaient être tracés ou saisis, une habitude de son ancienne vie qui s'était avérée difficile à rompre. La sonnette retentit, résonnant à travers la maison à moitié vide. Vincent vérifia la caméra de sécurité sur son téléphone avant de se diriger vers la porte. Timothy se tenait sur le seuil, plus mince que dans les souvenirs de Vincent, son expression un mélange de défi et dans l'incertitude. « Je n'étais pas sûr que tu serais encore là, » dit Tim alors que Vincent ouvrait la porte. « Je pars vendredi, » répondit Vincent en se décalant pour laisser son fils entrer. « Pourquoi tu es là, Tim ?» Timothy entra dans le hall, les mains enfoncées dans ses poches, son regard fuyant mais déterminé. « J'avais besoin de comprendre. » « Comprendre quoi ? Pourquoi tu l'as fait de cette manière-là ? Pourquoi tu n'as pas simplement affronté maman, demandé le divorce, comme une personne normale ? Pourquoi tu as dû tout détruire ? Pourquoi tu as dû anéantir tout le monde si complètement ? Vincent guida Tim vers la cuisine, la seule pièce de la maison encore complètement fonctionnelle. Il y versa 2 tasses de café, les mains étonnamment calmes. « Tu m'aurais cru, si je t'avais dit ce que ta mère et Larry planifiaient ?» demanda Vincent calmement. « Ou tu aurais balayé ça d'un revers de main, en disant que c'était de la paranoïa, de la manipulation ?» Timothy fixait le fond de sa tasse, comme s'il cherchait une réponse dans les remous du café. « Je ne sais pas, » dit-il enfin, la voix basse. « C'est justement pour ça que je suis venu. » Vincent prit une gorgée, lentement. « Tu étais déjà trop loin, Tim. Il t'avait monté contre moi depuis des années. L'épreuve, c'était le seul langage que tu comprenais encore. Tu as humilié maman devant tout le monde, répliqua Tim. Elle avait prévu pire pour moi. Tu as ruiné la vie de Larry. Il travaillait pour des gens qui voulaient ma mort. Tim frappa sa tasse contre la table, faisant gicler un peu de café par-dessus le bord. Voilà le problème, papa. Chaque justification, chaque explication, tout tourne autour de toi. Ta réputation. Ta sécurité. Ta vengeance. Tu t'es déjà demandé ce que ton plan grandiose ferait à Melissa ? À moi ? Le visage de Vincent resta impassible, mais un éclair passa dans ses yeux. Je vous ai donné le choix, tous les deux. Melissa est venue vers moi. Toi, non. Parce que j'avais peur de toi. La voix de Timothy se brisa, pleine d'émotion. J'ai toujours eu peur de toi, papa. De tes attentes. De ton jugement. De ton calcul froid. Peut-être que maman m'a manipulé, oui, mais elle n'avait pas tort sur tout. Tu as toujours été 2 personnes différentes, le père que tu prétendais être, et celui que tu es vraiment. Pendant quelques instants, le silence pesa lourdement, seulement brisé par le tic-tac de l'horloge de la cuisine. Vincent observa le visage de son fils, retrouvant dans la mâchoire crispée de Tim les traces de lui-même. « Tu as raison, » admit-il enfin, contre toute attente. « J'ai mené une vie compartimentée. J'ai gardé des secrets que je n'aurais pas dû garder. Pas seulement sur mon passé, mais sur qui je suis vraiment. Cette distance, cette ombre, elle a permis aux autres de t'éloigner de moi. » Il se leva et alla vers la fenêtre,
contemplant le paysage désertique au loin. Mais comprends une chose, Tim. Tout ce que j'ai fait quitter Boston, construire cette vie, c'était pour protéger cette famille. Et quand cette famille s'est retournée contre moi, je me suis protégé moi-même. C'est ce que je suis, au fond. Je survis. À n'importe quel prix. Oui, dit Vincent simplement. À n'importe quel prix. Timothy laissa ses épaules s'affaisser légèrement, son regard troublé. Sa colère se dissolvait lentement dans une douleur plus profonde, plus lourde. Le père qu'il avait craint, et dont il avait tant cherché l'approbation, venait de lui révéler une vérité brutale, son amour avait toujours été conditionnel. Sa protection, limitée à la loyauté. « Je ne peux pas te pardonner, dit Timothy finalement, d'une voix grave. « Je ne te demande pas de me pardonner, répondit Vincent, se retournant vers son fils. Mais je t'offre un choix. Il marqua une pause, pesant ses mots. Il y a un fonds en fidéicommis à ton nom. Suffisamment important pour que tu puisses démarrer une nouvelle vie. Où tu veux. Comme tu veux. Tu peux y accéder, à une condition. Laquelle? Que tu ne reprennes jamais contact avec ta mère. Ni avec Larry Donovan. Leur chapitre dans nos vies est terminé. Définitivement. Timothy le fixa, abasourdi. Tu continues. Encore. À contrôler. À manipuler. À punir. Je t'offre la liberté, Tim. La liberté financière. La liberté du passé. Prends-la, ou pas. Mais ne la confonds pas avec du contrôle. C'est la dernière offre que je te ferai. Pendant un instant, Timothy sembla prêt à frapper. Mais au lieu de cela, il rit. Un rire vide, amer. Tu veux savoir le pire dans tout ça? Une partie de moi veut encore ton approbation. Même maintenant. Voilà à quel point tu étais bon pour te placer au centre de notre univers. Il se leva, se dirigea vers la porte. Garde ton argent, papa. Je tracerai ma propre route. Alors qu'il atteignait l'embrasure de la porte, Vincent l'appela. Elle t'utilisait, Tim. Depuis le début. Les preuves sont toutes là, si un jour tu veux les voir. Timothy s'arrêta. Mais il ne se retourna pas. Peut-être qu'elle m'utilisait, oui. Mais au moins, elle m'a fait sentir aimé, en le faisant. Quand son fils partit, Vincent retourna à ses cartons. Il emballa méthodiquement les verres en cristal dans du papier journal, les plaçant à un dans des boîtes. Puis, son téléphone sonna. Il reconnut le numéro. Oui. Monsieur Harlow, c'est l'agent Kessler. Nous avons terminé le traitement de votre sortie du programme. Vos nouveaux papiers seront livrés demain, comme demandé. Merci, agent Kessler. Une dernière chose. Nous avons reçu une information, Timothy Harlow a rencontré Patricia Donovan hier. Les mains de Vincent s'immobilisèrent sur le verre qui l'enveloppait. La femme de Larry? Oui. Nous ne savons pas pourquoi. La rencontre a duré environ 1 heure. Nous pensions que vous deviez être informé, étant donné les circonstances. Après avoir raccroché, Vincent reposa lentement le verre, ouvrit son ordinateur portable. En quelques minutes, il accéda aux communications récentes de Timothy, une violation de la vie privée qui autrefois l'aurait troublé, mais qui maintenant lui semblait nécessaire. Ce qu'il découvrit confirma ses soupçons. Timothy et Patricia Donovan s'étaient bel et bien rencontrés. Mais pas comme des conspirateurs. Plutôt comme des victimes cherchant à comprendre. Patricia, brisée par la trahison de son mari, avait contacté d'autres personnes blessées par le scandale. Leur rencontre avait été une tentative de guérison. Pas de vengeance. Pour la première fois depuis le jour du mariage, Vincent ressentit quelque chose qui s'apparentait au regret. Pas pour avoir révélé la trahison. Mais pour les dégâts collatéraux. Pour les innocents comme Patricia. Il referma doucement l'ordinateur. Et il reprit sa valise. Le regret? Un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Pas maintenant. Pas alors qu'il lui restait encore une dernière affaire à régler. Chapitre 8, l'ultime confrontation.
La salle privée du Chandler's Steakhouse était faiblement éclairée, enveloppée d'une pénombre étudiée, offrant l'intimité que Vincent jugeait nécessaire pour ce qui serait sans doute sa toute dernière rencontre à Phoenix. Il était arrivé en avance, choisissant méticuleusement une place qui lui permettait d'avoir une vue dégagée à la fois sur la porte d'entrée et sur la sortie de secours, des habitudes forgées par des décennies passées à survivre dans un monde où chaque détail pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Diane arriva pile à l'heure. Son allure contrastait fortement avec celle de la mondaine élégante qu'elle était encore 3 mois auparavant. Fini les vêtements griffés, remplacés par une tenue simple, sobre. Ses bijoux étaient discrets, presque absents. Et ses cheveux, jadis impeccablement teints, laissaient maintenant apparaître quelques mèches grises, témoins silencieux du changement intérieur qu'elle traversait. « Vincent » dit-elle d'un ton raide en s'asseyant en face de lui. « Diane. »« Merci d'être venu » répondit-il en faisant signe au serveur qui apporta le vin qu'il avait commandé à l'avance, un cabernet qu'ils avaient autrefois partagé lors de leurs anniversaires. « Je ne veux pas de ton vin » répliqua-t-elle froidement. « Allons droit au but. Ton avocat m'a dit que tu avais encore un point à aborder avant que le divorce ne soit officiellement prononcé. » Vincent congédia le serveur d'un simple signe de tête. « Comment se passe ton installation à Santa Fe ?» La surprise de Diane fut palpable. « Tu me surveilles ? Je m'assure simplement que les termes de notre accord sont respectés. Tu es resté loin de Larry. De Timothy. Des médias. Je t'en remercie. » Je ne l'ai pas fait pour toi, rétorqua Diane, les mâchoires serrées. Je l'ai fait parce que je veux que ce cauchemar se termine. Je veux tourner la page. Recommencer quelque chose à partir des décombres que tu as laissés derrière toi. Vincent lui laissa son illusion. Celle qu'il était l'unique coupable de la situation dans laquelle il se trouvait. Il inspira profondément. Je t'ai fait venir parce que j'ai reçu des informations te concernant. Des informations que tu mérites d'avoir avant que je quitte définitivement l'Arizona. Il fit glisser un dossier vers elle sur la table. Diane hésita, comme si elle s'attendait à y découvrir une nouvelle bombe prête à faire exploser le peu de stabilité qui lui restait. À l'intérieur, des documents médicaux. Ceux de Larry Donovan. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, la confusion prenant le pas sur l'hostilité. Larry a été diagnostiqué avec une forme précoce de la maladie d'Alzheimer, il y a 18 mois, expliqua Vincent. Il l'a caché à tout le monde. Même à toi. La détérioration cognitive serait devenue évidente d'ici 1 an ou 2. Diane parcourut les documents, sa main tremblante. Pourquoi tu me montres ça ? Parce que tu dois savoir que sa trahison n'était pas seulement une question d'argent ou de vengeance. Il était désespéré, Diane. Il faisait face à un avenir où son esprit allait l'abandonner, sans aucun filet de sécurité financière. Les Rossi lui ont offert une issue. Élimine-moi, partage mes biens, et assure-toi des soins à vie. Il fit une pause. Et moi ? demanda-t-elle à mi-voix. J'étais juste, pratique ? Au début, probablement. Mais les enregistrements suggèrent qu'il a fini par développer de vrais sentiments pour toi, admit Vincent. Aussi réel que quelqu'un comme Larry pouvait en ressentir. Diane referma le dossier, sa façade s'effritant. Pourquoi me dire tout ça maintenant ? Pour remuer le couteau dans la plaie ? Pour t'assurer que je réalise pleinement à quel point je me suis fait berner ? Non, répondit Vincent, se surprenant lui-même par la sincérité de ses mots. Pour te donner du contexte. Pour t'aider à comprendre ce qui s'est passé. Nous avons été ensemble pendant presque 30 ans, Diane. Tu mérites au moins ça. Les larmes montèrent aux yeux de Diane. 30 ans ? Est-ce que ça a compté pour toi, Vincent ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de vrai ? Vincent réfléchit longuement avant de répondre. Oui. C'était réel. Cloisonné. Incomplet. Mais réel. Je t'ai aimé, Diane. J'ai construit une vie avec toi. Mais je ne t'ai jamais fait assez confiance pour te montrer toute ma vérité. Et moi, je ne t'ai jamais vraiment connu, murmura-t-elle. Pas vraiment. Personne ne m'a jamais vraiment connu. C'était le but. Ils restèrent silencieux. 2 personnes qui avaient partagé un lit, élevé des enfants,
construit une vie et qui maintenant n'étaient plus que deux étrangers, liés uniquement par des papiers légaux et des souvenirs douloureux. Je quitte le pays la semaine prochaine, dit finalement Vincent. Le divorce sera finalisé d'ici là. C'est un adieu, dit Anne. Elle le regarda longuement, cherchant sur son visage quelque chose, un soupçon de regret, peut-être, ou une trace de l'homme qu'elle avait épousé. Tu ne me pardonneras jamais, n'est-ce pas? Non, confirma-t-il. Jamais. Même après ce que tu sais sur Larry? Même en comprenant pourquoi? Comprendre les raisons d'une trahison ne l'annule pas, répondit-il, son regard durcissant. Tu as fait un choix, dit Anne. Tu as choisi Larry. Tu as préféré me détruire plutôt que de me quitter honnêtement. Tu as même impliqué nos enfants dans ton stratagème. Certaines lignes, une fois franchies, ne peuvent plus jamais être effacées. Elle hocha lentement la tête, acceptant enfin le caractère irréversible de sa condamnation. Où vas-tu? Mieux vaut que tu ne le saches pas. Elle prit son sac et se leva. J'espère que tu trouveras la paix, Vincent. Mais j'en doute. Pas avec des murs aussi hauts autour de ton cœur. Alors qu'elle tournait les talons, Vincent l'appela doucement. Diane. Elle s'arrêta. Les enregistrements innocentes. Les agents fédéraux savent que tu n'étais pas impliqué dans les affaires avec les Rossi. Un éclat de surprise traversa son visage. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Non, acquiesça Vincent. Je ne l'étais pas. Peut-être un dernier acte de clémence. Peut-être la toute dernière chose qu'il ferait en tant que Vincent Arlot, père de famille. Quand elle fut partie, il régla l'addition et sortit dans le crépuscule d'Arizona, sentant dans chacun de ses pas le poids d'une faim inéluctable. Son téléphone vibra. Un message. Mélissa, je suis prête à parler. Demain, 10h. Jardin botanique. Vincent tapa une réponse simple. Je serai là. Une dernière conversation avant son départ. Une ultime chance de s'expliquer devant le seul membre de sa famille qui lui avait laissé le bénéfice du doute. Resterait à voir si cela suffirait à sauver quelque chose. Alors qu'il reprenait le chemin de sa maison presque vide, Vincent laissa son esprit dériver vers le coup de sa vengeance. Il s'était protégé, oui. Il avait assuré sa survie. Préservé sa liberté. Sécurisé son avenir financier. Mais à quel prix? Il avait perdu la famille qu'il avait mis des décennies à bâtir. Il avait dévoilé des vérités qui ne pourraient jamais être oubliées. Il avait brûlé des ponts que rien ne pourrait reconstruire. Pour un homme qui avait passé sa vie à calculer les risques. Chapitre 9, le nouveau départ. Le jardin botanique du désert était animé par les premiers visiteurs du matin, touristes et habitants locaux déambulaient parmi les collections soigneusement sélectionnées de cactus et de fleurs désertiques. Vincent était arrivé 15 minutes plus tôt, choisissant un banc avec une vue dégagée sur l'entrée. Sa dernière rencontre sur le sol américain était chargée d'une anxiété qu'il aurait eu du mal à admettre. Mélissa apparut précisément à 10h, portant des lunettes de soleil malgré la journée nuageuse. Son allure était mesurée alors qu'elle s'approchait. Elle s'assit à côté de lui, tout en maintenant une distance prudente. « Merci d'être venu, » dit Vincent. « J'ai failli ne pas venir, » admit Mélissa en retirant ses lunettes. Ses yeux, si semblables aux siens, étaient fatigués mais résolus. « J'avais des questions auxquelles il fallait que j'obtienne des réponses. » « Pose-les, » répondit-il, la regardant droit dans les yeux. « Est-ce que tu savais ce qui allait arriver? Est-ce que tu savais exactement comment tout cela allait se dérouler? » Vincent songea à mentir, à offrir une demi-vérité rassurante, mais quelque chose dans l'expression de sa fille l'arrêta net. Elle méritait l'honnêteté vu une honnêteté complète, même si elle était inconfortable. « Je connaissais les grandes lignes, » reconnut-il enfin. Je savais que ta mère et Larry essaieraient de me faire tomber lors du mariage. Je savais qu'ils l'avaient impliqué. Je soupçonnais qu'ils avaient aussi essayé de t'impliquer. Pour le reste, il haussa les épaules. J'ai créé des plans de secours pour plusieurs scénarios. La séquence exacte s'est déroulée selon leurs actions, pas seulement mes plans. Mélissa hocha la tête, digérant ses paroles. Et maintenant, la vie de maman est détruite. Tim ne parle à personne,
Larry risque la prison. Est-ce que ça en valait la peine? Ils ont conspiré pour me détruire, dit Melissa, pour prendre tout ce que j'ai passé 30 ans à construire, pour m'exposer à ceux qui voulaient ma mort. La voix de Vincent resta calme, mais ses yeux brillaient d'une intensité froide qu'elle avait déjà aperçue le jour du mariage. Que aurais-tu voulu que je fasse? Tourner l'autre joue? Les laisser gagner? Tu aurais pu gérer ça discrètement, par des voies légales, un divorce silencieux, des confrontations privées. Ce n'était pas une option, répondit-il fermement, pas avec ce qu'il prévoyait. Ils tombèrent dans un silence, regardant un colibri voltiger entre les fleurs du désert. Ça fait 3 mois que j'essaie de te comprendre, papa, finit par dire Melissa, cherchant à réconcilier le père qui lui avait appris à faire du vélo avec l'homme qui avait orchestré une revanche aussi froide et calculée. Et j'ai réalisé quelque chose, c'est la même personne. Tu as toujours été méthodique, toujours 10 coups d'avance, toujours maître de la situation. Elle se tourna vers lui. La différence, c'est que pour la première fois, j'ai vu ce qui se passe quand quelqu'un menace ce que tu chéris. Vincent ressentit une fierté inattendue face à la perspicacité de sa fille. La plupart des gens passent leur vie sans voir les capacités sombres de ceux qui leur sont proches. Je suis désolé que tu aies dû voir les miennes. Est-ce que tu regrettes? Insista Melissa. Vincent réfléchit soigneusement. Je regrette la douleur que ça t'a causée, dit-il enfin. Je regrette que ton jour de mariage soit devenu un champ de bataille. Je regrette que tu aies perdu l'illusion d'une famille fonctionnelle. Il fit une pause. Mais est-ce que je regrette ce que j'ai fait à ceux qui m'ont trahi? Non, je ne le regrette pas. Melissa hocha la tête, comme si elle s'y attendait. J'ai reçu ta lettre à propos du fonds fiduciaire, de la maison au Colorado, de l'accord avec tes avocats. Tout est à toi, sans condition. Pas comme ce que j'ai proposé à Tim. L'expression de Vincent s'adoucit légèrement. C'est toi qui es venu vers moi en premier, Melissa. Tu m'as donné la chance d'expliquer. Ça veut tout dire pour moi. Je ne l'ai pas fait pour une récompense. Je sais. C'est pour ça que tu la mérites. Melissa étudia le visage de son père. Où vas-tu maintenant? Mieux vaut que tu ne connaisses pas les détails, répondit-il. Mais je serai à l'aise, en sécurité. Il hésita avant d'ajouter. Tu pourras me contacter via mes avocats en cas d'urgence. Tu disparais vraiment à nouveau, tu deviens quelqu'un de nouveau. C'est ce que je sais faire. Vincent esquissa un petit sourire. Considère ça comme une retraite, des vacances permanentes quelque part où il fait chaud, sans avoir à regarder par-dessus mon épaule, sans vie compartimentée. Melissa tendit la main, impulsivement, et prit la sienne, le premier contact physique depuis le jour du mariage. Seras-tu heureux, papa? La question le prit au dépourvu. Le bonheur n'avait jamais été sa priorité. La sécurité, le contrôle et le respect étaient toujours passés avant tout. Je serai content, répondit-il enfin. Ça suffit. Ils restèrent assis ensemble tandis que la matinée s'échauffait autour d'eux, père et fille liés par le sang et les secrets partagés, mais séparés par des calculs moraux qu'aucun ne pouvait pleinement combler. J'ai quelque chose pour toi, dit Vincent en fin de compte. Il chercha dans sa veste et sortit une petite clé ornée. Ça ouvre un coffre-fort à la First National. À l'intérieur, une lettre qui explique tout, mon passé complet, la vérité intégrale sur ce qui s'est passé avec ta mère et Larry, tout. Lis-la ou pas, c'est ton choix. Melissa prit la clé, la tournant entre ses doigts. Pourquoi ne pas me le dire maintenant? Parce que certaines vérités ont besoin de temps et de distance pour être comprises à leur juste valeur. Et parce qu'il hésitait. Parce que je veux que tu aies le choix de savoir ou de ne pas savoir. Un choix qu'il n'avait jamais donné à sa mère. C'était la forme la plus proche d'un regret que Vincent pouvait s'autoriser. Alors qu'il se préparait à se séparer, Melissa posa une dernière question. Est-ce que tu penses que les gens peuvent changer? Vraiment changer? Vincent pensa à l'homme qu'il avait été Vinnie Arquin, à l'homme qu'il était devenu Vincent Arlot et l'homme qu'il deviendrait ensuite, chaque version portant en elle le noyau essentiel de ce qu'il était tout en s'adaptant aux nouvelles circonstances. Vincent prit une profonde inspiration, comme s'il essayait de peser chaque mot avec le plus grand soin.
Les gens ne changent pas leur nature fondamentale, commença-t-il lentement, mais ils ont la capacité, parfois difficile à atteindre, de modifier la façon dont cette nature se manifeste dans leur vie. Ils peuvent apprendre à canaliser leurs instincts, à diriger leurs impulsions, à tempérer leur tempérament. Ce n'est pas une transformation totale, mais plutôt une évolution graduelle. Il posa son regard fatigué sur Mélissa, cherchant une trace d'espoir dans ses yeux. Pendant des années, j'ai vécu en étant celui qui calcule chaque mouvement, qui anticipe chaque menace, qui construit des murs autour de lui pour se protéger. C'est ce que je suis. Mais, j'en viens à penser qu'il est peut-être possible, au moins un peu, d'abaisser ces murs. D'ouvrir une fenêtre, même petite, vers la confiance et la vulnérabilité. Mélissa hocha doucement la tête, comprenant la gravité de cette concession. Ce n'était pas une promesse qu'il ferait table rase du passé, mais plutôt un signe que, malgré tout, un changement, même subtil, pouvait s'amorcer. Elle se pencha vers lui, effleura sa joue d'un baiser plein de douceur et de compassion, une touche qui contrastait avec toute la froideur qu'elle avait connue jusque-là. « Au revoir, papa », murmura-t-elle, « prends soin de toi, quel que soit le chemin que tu choisiras désormais. » Vincent la regarda s'éloigner, chaque pas d'elle éloignant un peu plus l'enfant qu'elle avait été du père qu'il avait été. Entre ses mains, elle tenait maintenant la clé d'un coffre-fort, littéralement et symboliquement, renfermant des vérités qu'il avait gardées toute sa vie. Cette clé représentait à la fois un fardeau et une libération. Pendant plusieurs jours, Vincent prépara minutieusement sa disparition. Puis, 3 jours plus tard, il quitta définitivement son ancienne vie. L'homme qu'il avait été, Vincent Arlo, s'effaçait au profit d'une nouvelle identité, celle de Michael Sullivan, un consultant en investissement à la retraite, veuf, discret, presque anonyme. Sa fortune, considérable, avait été dispersée avec une précision chirurgicale entre plusieurs comptes inaccessibles, des biens immobiliers soigneusement cachés, et des placements à l'étranger, afin d'assurer son indépendance et sa sécurité loin de ceux qui avaient cherché à le détruire. Assis à bord d'un avion privé, regardant Phoenix s'éloigner sous ses pieds, il réalisa combien sa vie avait été une succession de départs et d'arrivées, de transformations et de renaissances. Boston, Phoenix, puis l'inconnu. Chaque lieu avait été un chapitre, chaque identité un masque. Il n'éprouvait ni regret ni rancune. Ceux qui avaient conspiré contre lui avaient reçu la réponse qu'il méritait. Sa fille, elle, avait désormais les moyens et la vérité pour comprendre si elle le voulait. Son fils avait fait son propre choix, tout comme lui l'avait fait il y a longtemps. Une hôtesse de cabine approcha avec un verre de champagne. À de nouveaux commencements, Monsieur Sullivan. Vincent accepta le verre avec un léger sourire, le regard tourné vers l'horizon. À de nouveaux commencements, répondit-il, sont-on chargés d'une détermination nouvelle. Alors que l'avion prenait un virage vers l'est, emportant l'homme qu'il était loin derrière lui, Vincent, désormais Michael, s'autorisa à envisager cette possibilité qu'avait évoquée Mélissa, non pas un changement total de nature, mais une réorientation de sa vie, une évolution. Il rêvait d'un futur où son esprit calculateur ne serait plus au service de la survie et de la vengeance, mais d'une existence plus authentique, moins cloisonnée, peut-être même plus légère. Une vie où il pourrait enfin conjuguer son intelligence stratégique avec une forme nouvelle de paix intérieure. Cette hypothèse, fragile mais réelle, valait la peine d'être explorée, pour autant d'années qu'il lui resterait. Ici s'achève notre histoire. Merci d'avoir suivi ce voyage à travers les ombres et la lumière de Vincent Arlo. Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner pour découvrir la suite de nos récits, et n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. À très bientôt. Long-term content guy in a short-term content world. Us nice guys always finish last. Whoa! Whoa. I'm gonna whip out mine. Fuck it. We doing puzzles right now? Wait, what? Hold on.
need my hot knife soap cutting videos or I'm gonna explode. Is it weird that I never get those ASMR type videos? I don't know. It's just not for me. Okay, we got diamonds. Uh-oh. You know what I do like? Deep clean and power wash videos. So satisfying, bro. That shit hits hard. Oh shit. Uh-oh, wait. Hold on. Everybody chill. Gotta lock in. Alright. Dude, there's so many. Okay. I'll place some torches. Do you guys think monsters spawn deliberately around diamonds to protect them? So that's kind of what it feels like. Mina's house? Yeah, it is a vibe. Oh shit! Uh-oh. Oh shit. It's about to go crazy. Oh shit. Hold on, Dylan. I gotta manually give you your mana. So Dylan has just exchanged $15 worth of coins, so I think we're about to get fucked with. I think we're about to get fucked with heavy. It might be bad. Okay, let me get you your mana. Bro, please help the believers. Add points. Fractal. 1500. We really curating over here. A vibe connoisseur. What do we have? 4 diamonds. I need 20 more for full armor. Which is a lot. But I believe in us. We're right where we need to be. So for the believers, not looking good. Not looking good for the believers. Ouch. I just lost 4 hearts permanently. Okay. Oh, no. Alright, immediate response to that is gonna be making the boots. Oh. You know what? I got this, though. I'm not worried about it. This is totally not a problem. $26 copper lanterns? I mean, hell yeah?